Dans le Tech Talk, cette question, l'IA et les créatifs, est-ce qu'on est face à une alliance, une fusion peut-être même entre l'homme et la machine? Est-ce que les deux apprennent correctement à travailler ensemble ou se font la course? Quel problème pose cette irruption de l'intelligence artificielle dans le monde créatif? Pour en parler, Nicolas Godmet, écrivain. Je vous ai d'ailleurs reçu pour votre ouvrage La fin des idoles, paru chez Tohubohu, pardon. Vous avez eu le prix Jules Renard, je crois. Félicitations. Et vous avez aussi été le directeur de cabinet du secrétaire d'État au numérique à l'époque de Mounir Majoubi. Vous connaissez bien, vous êtes un expert vraiment de ces sujets de l'IA liés aux médias et aujourd'hui partenaire en charge des industries créatives chez WinePoint. Avec vous pour débattre de ce sujet, David Reichmann, exécutif créatif, directeur du bureau français du groupe de communication Ogilvy. Vous êtes, vous, un des pionniers de l'utilisation créative de l'intelligence artificielle générative, dont on parle beaucoup avec ChatGPT en ce moment. Vous présentez vos créations d'IA sous le nom de Dave the Preacher, c'est ça, sur Instagram, si on veut voir un peu ce que vous faites. Vous avez notamment imaginé la première pub utilisant l'IA générative avec la laitière de Nestlé, c'était en septembre dernier, récompensée par les Epic Awards. Et puis restez avec nous autour de la table David Dupré, le président de Vivlio, qui lui travaille à promouvoir le livre numérique en France avec son offre Vivlio. Donc. Première question peut-être, est-ce qu'il vous semble, alors je pose la question à tous les deux, mais peut-être d'abord Nicolas et puis ensuite vous répondrez David, est-ce qu'il vous semble qu'avec l'irruption de cette intelligence artificielle dans le monde créatif, le créateur risque de disparaître ? Alors, je ne pense pas que le créateur va disparaître. En fait, c'est des technologies qui vont permettre de démocratiser et d'accélérer en fait la création de contenu. Donc, on aura de plus en plus de contenu et aussi, du coup, je pense de plus en plus de créateurs. En revanche, la barrière à l'entrée pour devenir créateur, elle va largement diminuer. Ce sera beaucoup moins cher. On n'a plus besoin de savoir dessiner maintenant pour concevoir des images de qualité quasiment... Ça veut dire que la valeur aussi du créateur peut baisser ? Alors, il y aura probablement des déplacements de valeur. Je pense que certains créateurs vont continuer à très bien gagner leur vie et d'autres, mais c'est un peu peut-être comme au moment de l'apparition de la photographie, les peintres portraitistes sont un peu passés de mode. Là, je pense que dans cet univers-là, il y a des créateurs qui vont tirer leur épingle du jeu, des nouveaux qui vont arriver parce qu'ils vont apprendre à dompter ces outils avec notamment les techniques de prompt dont on pourra reparler tout à l'heure, et puis certains peut-être qui vont essayer d'aller à contre-courant et qui s'en tireront moins bien. Même question, est-ce que cette IA c'est une alliée ou une compétitrice de l'artiste selon vous, David ? Moi, je pense que c'est une alliée, mais après, beaucoup pensent que c'est des compétiteurs. Je pense qu'il y a eu pas mal de fantasmes aussi, je pense, dans le milieu et dans le grand public et chez les artistes. Du coup, il y a eu aussi des révoltes qui se sont produites. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais je pense que c'est les premiers usages, en fait, des intelligences artificielles qui ont posé problème. C'est-à-dire en fait qu'on peut utiliser des styles d'artistes. On peut demander à une IA de peindre à la manière de Van Gogh. De Van Gogh. Par exemple, on a vu des exemples. C'est ça, ou d'utiliser des noms d'artistes vivants aussi. Oui. C'était le cas, par exemple, de Greg Rutowski, si vous connaissez. Ce qui s'est produit, c'est que la première communauté qui a utilisé les intelligences artificielles génératives ont beaucoup abusé, on va dire, de certains noms de créateurs. On fait aussi référence à des sites qui hébergent des artistes comme ArtStation. Et du coup, ça a mis un peu en colère en fait cette communauté, ce qui est compréhensible. On parlait de la photographie. Alors là, c'est plus sur des questions de droits d'auteur aujourd'hui. On les voit vent debout. Donc finalement, des questions d'argent, que des questions de compétition entre l'IA et eux sur le sujet de la création. Oui, après, ça a été, on va dire, un boom, parce que dans cette industrie, dans la création, on s'est mis à imaginer en fait que les intelligences artificielles pouvaient à la fois prendre la place d'un artiste ou d'un créateur. Et c'est vrai qu'il y a eu un précédent, il y a eu le concours on va dire, de peinture, de graphisme qui a été gagné avec une œuvre qui s'appelait l'Opéra Spatial aux États-Unis. Donc on s'est dit, voilà, les IA vont nous remplacer,
En plus, elle pique notre boulot en apprenant notre style. Et du coup, maintenant, on n'a plus rien à faire. Ça fait beaucoup. La coupe est pleine. La coupe est pleine. Et du coup, effectivement, on l'a perçu beaucoup, en tout cas dans une communauté qui s'est pas mal élargie, comme un compétiteur et non comme un allié. Mais en fait, il y a un mais. Ouais, alors, bon, peut-être avant d'aller sur le mais, est-ce qu'il y a des exemples de création en binôme comme ça entre la machine, on va dire, le logiciel et l'artiste qui vous ont marqué, qui vous ont séduit, Nicolas? Alors moi, c'est surtout sur le domaine des industries créatives, ouais. Donc pas forcément des œuvres d'art en tant que telles, mais il y a la parution prochaine qui est annoncée d'un manga qui s'appelle Cyberpunk Momotaro, qui a été réalisé entièrement à l'aide de Midjourney. Donc ça, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. Il y a des exemples dans le jeu vidéo, par exemple dans le domaine du texte. Donc là, c'est pas de l'image, mais il y a un jeu qui s'appelle Dungeon AI, créé par une société qui s'appelle Latitude. Et en fait, grâce à des moteurs de langage de type GPT, le jeu, c'est un peu comme le livre dont vous êtes le héros, mais le scénario est généré en temps réel, de façon personnalisée, en fonction des actions du joueur. Donc ça, c'est aussi des éléments dans le jeu vidéo qui sont assez marquants. Il y en a plein d'autres. Dans le domaine de la vidéo, par exemple, Disney a créé un moteur qui permet, c'est assez effrayant, de rajeunir ou de vieillir à volonté des acteurs. Et il y a même une société coréenne qui a créé une IA qui permet de créer un avatar qui va ressusciter des gens qui sont décédés. Ouais. Voilà, donc ça pose plein. Après ça, on a vu déjà avec des scénographies utilisant les pseudo-hologrammes, des concerts permettant de remettre sur scène des groupes ou des chanteurs disparus. Est-ce que c'est véritablement effrayant ou est-ce que justement c'est une opportunité pour offrir de nouvelles industries créatives ? Moi, je pense que c'est une opportunité. Après, il va falloir trier un peu ce qui va arriver, ce qui est en train d'arriver. Mais je pense que c'est une possibilité pour des créateurs, pour des artistes, de travailler différemment, d'avoir un nouveau médium d'expression, de pousser certaines formes artistiques dans un nouveau domaine. Personnellement, c'est ce que j'ai fait, par exemple, avec la photographie. C'est d'essayer d'aller voir ce qu'on peut imaginer, créer dans des domaines, voilà, on parle de mon expo, dans des domaines qui aujourd'hui ne sont pas encore défrichés, et donc d'essayer d'utiliser l'intelligence artificielle. Ça permet aussi de générer de nouveaux types de revenus, parce que ça secoue cette industrie de l'artiste jusqu'au distributeur, finalement. Est-ce que ça va permettre de créer aussi de nouvelles sources de revenus, de modifier les modèles économiques ? Je pense définitivement. C'est-à-dire que tout est à créer. Au-delà de la crainte que peuvent avoir certains artistes, il y a plusieurs possibilités aujourd'hui qui peuvent être offertes. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de recopier des styles. Ça ne s'est pas fait avec l'accord des artistes, c'est vrai, parce que c'est des bases de données gigantesques. Demain, il est possible, même dès aujourd'hui, d'apprendre à une intelligence artificielle son propre style. Ouais. Et en fait, peut-être d'avoir un biais de monétisation derrière. Voilà, donc ça fait partie... Donc on le voit déjà, par exemple, pour la création de couvertures, de livres, typiquement, on voit des IA aujourd'hui qui peuvent s'en occuper toutes seules. Exactement. Donc pour les éditeurs, c'est de la création de valeur pour les éditeurs. C'est aussi une perte de valeur pour tous ceux qui travaillaient dans l'illustration. Peut-être certains, mais d'autres aussi pourront apprendre à jouer avec ces outils pour justement générer des inspirations complémentaires, faire des propositions encore plus créatives. Donc ça peut être aussi pour certains. C'est pour ça qu'il y aura probablement des déplacements de valeur et nul ne sait aujourd'hui où sera l'équilibre demain. Mais certains tireront aussi leur épingle. Et puis ça veut dire qu'il faut aussi s'équiper. C'est-à-dire que les artistes vont devoir s'équiper, apprivoiser cette technologie. Est-ce que ça ne représente pas un coût supplémentaire ? Alors aujourd'hui, c'est des outils qui sont
en accès libre. Pour générer de nombreuses images, il faut payer un petit peu, mais ça reste des prix qui sont relativement modestes. Et il y a une compétition aujourd'hui entre plusieurs fournisseurs de modèles fondamentaux d'IA, certains qui sont sur des modèles fermés, par exemple OpenAI, dans lequel Microsoft a fait des investissements assez colossaux, mais dont les services vont probablement être intégrés dans les outils de Microsoft, typiquement PowerPoint, Word, etc. Et il y en a d'autres qui sont plutôt sur des modèles open source. Qu'on trouve chez Adobe aussi, je dis ça parce que je reçois la patronne France d'Adobe mercredi. Adobe est obligé de réfléchir à intégrer ce type d'outils, par exemple dans InDesign, qui est leur outil pour les designers, évidemment. De même que les banques d'images aussi, par exemple Shutterstock a fait un partenariat avec OpenAI pour pouvoir donner le droit à OpenAI de s'entraîner sur toutes les bases de données de Shutterstock, et puis de pouvoir utiliser des images créées sur OpenAI et de les valoriser aussi sur Shutterstock. Et sur la question du droit d'auteur, est-ce que ça pourrait remettre en question ce droit d'auteur ? Alors sur le droit d'auteur, pour moi, il y a deux sujets. Il y a le sujet qu'évoquait un petit peu David tout à l'heure, qui est celui de l'entraînement, et il y a le sujet de à qui appartiennent les images générées. Donc sur le sujet de l'entraînement, effectivement, il y a des artistes qui ont l'impression... Enfin, il y a même un site qui permet de savoir si ces œuvres ont été utilisées pour entraîner des moteurs d'intelligence artificielle. Donc sur cette question-là, il y a des artistes, souvent ceux qui ont une forte notoriété, qui sont évidemment dans une posture de dire attendez, c'est mon image, vous n'avez pas le droit d'utiliser. C'est du plagiat, ouais. Du coup, des mécanismes d'opt-out sont mis en œuvre. Par exemple, Stable Diffusion, sur la version 2 de son moteur d'IA, a prévu ce mécanisme d'opt-out. Et c'est intéressant parce que le patron de Stable Diffusion raconte que, en fait, il a autant de demandes d'opt-out que de demandes d'opt-in, c'est-à-dire d'artistes qui, eux, sont moins connus, et du coup leurs œuvres n'ont pas été aspirées dans les bases de données, et donc réclament d'y être. Donc ça c'est intéressant. Donc ça c'est la réglementation européenne, par exemple, impose ce mécanisme d'opt-out pour l'entraînement de bases de données. Aux États-Unis, en revanche, c'est un autre mécanisme avec le copyright. Il n'y a pas vraiment de régulation aujourd'hui. Donc il y a des class actions qui ont été lancées contre Stable Diffusion, notamment par des collectifs d'artistes. Et dans un domaine connexe, qui est par exemple celui de l'écriture de code, il y a une class action qui a été lancée contre GitHub Copilot, qui est l'outil proposé par GitHub, la filiale de Microsoft, avec OpenAI. Donc ça va créer des précédents et tout ça. Voilà, il y aura une jurisprudence. Donc ça, c'est sur la partie entraînement. Et puis ensuite, il y a la partie, le contenu qui est créé. À qui appartient-il ? Et donc là, en fait, dès qu'il y a un acte de création humaine, ça appartient au créateur. Mais toute la question est, finalement, si j'écris dans un moteur sur Midjourney, crée-moi un chat qui porte des lunettes, est-ce que c'est une création originale ou pas ? Bon. Voilà, en fait, alors la question se pose que si l'image a de la valeur. On va écouter tout à l'heure une reconstitution finalement du discours prononcé par le général de Gaulle sur l'appel de 18 juin, donc, qui a été réalisé par Le Monde avec l'IRCAM Amplify, et se pose cette question effectivement, à qui appartient finalement cette voix, cette reconstitution, et Le Monde y répond assez précisément. On verra ça tout à l'heure, mais c'est vrai que ces nouvelles constitutions de bases de données de création, finalement, posent des nouvelles questions juridiques, éthiques. Alors, éthique, oui, parce qu'en fait, il y a un principe, en fait, c'est-à-dire, est-ce que, dans quelle limite je vais aller utiliser, être dans le plagiat, ou carrément continuer l'œuvre d'un auteur. Par exemple, si on prend l'exemple de la publicité La Laitière. Ouais. Vous avez travaillé avec une IA pour reconstituer une scène complète. Par quel chemin vous êtes passé ? Quelles autorisations vous avez dû demander ? Alors là, on est sur du Vermeer, on est sur une œuvre qui a plus de 300 ans, donc qui est dans le domaine public. Donc il n'y a pas de problème juridique à utiliser le style de Vermeer pour créer une œuvre. Il y a eu des précédents avant que les IA existent où on recopiait des styles d'artistes qui sont dans le domaine public. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est vraiment sur les auteurs qui sont les créateurs. C'est plutôt Nestlé, donc là, qui passe commande ? Oui, en fait, c'est nous qui travaillons ensemble pour arriver à proposer une idée qui vient répondre, on va dire, à un propos de la marque, etc. Mais avec, de toute façon, un droit qu'ils ont eux-mêmes, puisque c'est le logo de la marque, hein, La Laitière.
l'œuvre de Vermeer, même si elle est un peu modifiée. D'ailleurs, vous pourrez remarquer, il y a des pots de yaourt dans l'œuvre. Donc elle est déjà modifiée, mais depuis plusieurs décennies. Ouais. Et ça veut dire que si demain, je ne sais pas, on imaginait un tableau de cette scène que vous avez complètement inventée finalement autour de la laitière, si demain on avait une photographie ou un tableau, ce serait la propriété de qui ? Alors, en fait, ça c'est super intéressant. Quand on regarde les contrats d'utilisation des différents distributeurs ou qui créent des solutions d'IA générative, ils revoient leurs copies régulièrement. En fait, alors c'est assez complexe, mais sous les différents continents ou pays dans lesquels on est, parfois c'est des licences d'utilisation logicielle en fait, qui font qu'on est détenteur de quelque chose qui est créé par un logiciel et c'est pas du tout le droit de l'image. Donc ça change énormément la donne. Donc c'est un peu sous ce subterfuge qu'on arrive à avoir le droit d'utilisation. Le sujet du droit d'image, lui, est complexe. Il n'est pas aujourd'hui résolu. Il y a énormément de travaux qui sont faits. Au niveau européen aussi, il y a ACT qui va réfléchir là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas aujourd'hui clarifiées. Mais c'est vrai que sous cette approche logicielle, il y a eu une manière, en tout cas, d'outrepasser ces problématiques. Et alors, ce travail en commun entre des IA et des artistes, comment se passe-t-il ? Comment vous l'imaginez ? Par exemple, l'écriture de la fin des idoles, vous auriez pu le faire avec une IA, à l'aide d'une IA, peut-être pour retravailler des personnages ou écrire certaines scènes. Comment est-ce qu'il faut s'organiser quand on crée comme ça à deux un cerveau humain, un cerveau informatique? Alors, à ce jour, les moteurs de langage ne sont pas capables d'écrire des romans entiers, puisqu'ils ont des fenêtres d'entrée contextuelles qui sont limitées à 2000 ou 4000, ce qu'on appelle des tokens, c'est l'équivalent presque de mots. Or, un roman comme La fin des idoles, c'est à peu près... je crois que c'est 100 000 mots, donc c'est pas... Non, mais enfin, un petit chapitre, oui, alors, en revanche, une description... En revanche, ces moteurs-là sont utilisés aujourd'hui comme générateurs d'idées pour des textes longs. Donc, par exemple, moi, j'ai écrit un article justement sur ce sujet d'IA générative et la création. Et j'ai utilisé, en fait, ChatGPT plutôt comme un pense-bête pour voir si, dans toutes les idées que j'avais, il m'en manquait ou pas. Et donc, ça m'a permis un peu de m'assurer de la complétude de ce que j'écrivais. En revanche, même pour un article, ChatGPT n'est pas pertinent aujourd'hui parce qu'il n'a pas été conçu pour sourcer ces données. Et en fait, c'est des moteurs un peu différents qui sont capables de sourcer. Donc, il y a des travaux de recherche en cours pour améliorer ça. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas capables de faire ça. Et puis, par ailleurs, écrire, ça c'est une question aussi sur l'éducation, écrire avec un moteur, ça empêche aussi d'assimiler vraiment le contenu si on ne l'a pas écrit soi-même. Mais donc ça peut être un outil pour générer des idées ou pour il va falloir aussi faire du tri parce qu'il y a les erreurs aussi produites par le logiciel. Oui, tout à fait. Alors, l'incohérence. Il y a effectivement ces moteurs-là, en fait, font par nature des erreurs. Les images aussi font aussi des erreurs. Donc, sur les images, il y a des erreurs anatomiques. C'est très drôle parce que, par exemple, le patron Stable Diffusion raconte aussi qu'il a entraîné la version 2 sur une base de données un peu plus pure et donc en sortant toutes les images pornographiques. Et du coup, les contenus générés sont politiquement plus corrects. Il y a besoin de moins de modération. En revanche, Stable Diffusion version 2 est moins bonne en anatomie. Eh ben oui, forcément. Et comme ils ont été entraînés aussi sur des dessins animés, etc., des fois les mains en 4 doigts ou 5 doigts ou 6 doigts, etc. Concernant les modèles de langage, effectivement, ils font aussi des erreurs parce qu'ils ne sourcent pas leurs données et parce que en fait, ils répondent de la façon la plus probable sur les contenus les plus représentatifs de ce qu'ils ont vu. Or, les contenus qui existent sur le web, qu'on peut aspirer, c'est notamment des contenus de forums, jeuxvideo.com, Reddit, de réseaux sociaux comme Twitter. C'est des contenus qui favorisent aussi une certaine violence dans les propos parce que ça permet, les algorithmes mettent en avant les contenus un peu extrêmes parce que ça génère plus d'engagement. De l'engagement, donc ça c'est un autre problème. Et du coup, des IA ont été entraînés là-dessus. Et donc, dans les versions précédentes de ChatGPT,
quand on lui posait une question sur le changement climatique, sur où est-ce que naît Barack Obama, etc., enfin, il n'y avait que des thèses complotistes qui ressortaient parce que celles-ci sont surreprésentées sur Internet. Et du coup, il a fallu une couche supplémentaire pour entraîner ChatGPT d'apprentissage par renforcement par des humains, pour lui apprendre à dire ça c'est une réponse valable, ça non c'est pas politiquement correct, ou c'est faux, ou c'est une fausse théorie, c'est une théorie complotiste, etc. C'est un travail gigantesque et on va continuer d'en parler dans Smart Tech avec Laurence de Villers qui est spécialiste des questions éthiques que pose l'intelligence artificielle. Merci beaucoup à tous les trois. D'ailleurs, je vais en garder deux autour de la table avec moi, comme ça on pourra prolonger notre réflexion sur le travail avec les IA. David Dupré, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous aviez une question de remarque, mais on n'a plus le temps. Et on souhaite une longue vie encore à Vive l'IO. Merci beaucoup. La suite tout de suite avec Laurence de Villers.